Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, et sa femme, Monique Olivier. Ensemble, ils partaient à la chasse, comme ils disaient. La chasse aux jeunes filles vierges. J'ai toujours rêvé de connaître l'Immaculée. Voilà ce que disait Fourniret. Elle, par sa présence rassurante, rabattait le gibier, toujours en voiture. Elle préparait les victimes, les nettoyait parfois, avant que lui ne les viole et les étrangle. Il y en a eu 7. Isabelle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth, Natacha, Céline et Manania. La plus jeune avait 12 ans, la plus âgée 21 ans. 7 victimes au moins, peut-être plus, l'enquête n'est pas terminée. Quoi qu'il en soit, Fourniret et Olivier forment le plus incroyable couple de tueurs en série de l'histoire criminelle. Sedan, au cœur des Ardennes. C'est ici, dans le quartier du Faubourg du Ménil, qu'habite la petite Manania Tumpong, 13 ans. Elle est arrivée quelques années plus tôt de Thaïlande avec sa sœur et sa maman. Nous sommes le 5 mai 2001, il est 14h30. C'est un samedi, le temps est très mitigé et nous décidons, Cagnarat et moi, d'aller sur une grande surface de Charleville. On y passe l'après-midi, les enfants, enfin la petite, elle, va se promener, la grande va se promener en ville et la petite va à la médiathèque faire des devoirs. Manania passe tout l'après-midi à la médiathèque. Il est prévu qu'elle rentre chez elle vers 16h30, aussitôt ses devoirs terminés. On rentre de course et on monte les courses au 3e étage. Personne dans la maison. On attend quoi? 10 minutes, un quart d'heure ou maximum une demi-heure à la maison. Et là, c'est le déclic tout de suite. La petite n'est toujours pas rentrée. La maman sort immédiatement dans la rue avec une photo. Une photo de Manania. La mère se rend aussitôt à la médiathèque. Sur place, on lui dit que Manania a quitté les lieux à 16h30. Une heure plus tard, elle alerte la police. À la police judiciaire de Reims, la disparition de cette adolescente de 13 ans est tout de suite prise au sérieux, car Manania n'a pas le profil d'une fugueuse. On voit bien sûr ses amis d'école, son responsable, ses professeurs, et il semblerait que cette gamine-là soit parfaitement bien intégrée. Hein. Ils sont déjà arrivés à Sedan depuis 2-3 ans. A priori, il n'y a pas de problème. On ne voit pas, on ne trouve pas chez cette gamine-là un problème qui aurait pu entraîner une fugue ou un départ volontaire. On placarde des avis de recherche dans toute la ville. Et la maman de Manania commence à craindre le pire. Pour moi, j'ai très peur maintenant. J'ai mal, je ne vis plus. Et que ça, je peux dire maintenant. Pour moi, j'espère que la police va trouver quelque chose pour que je peux trouver ma fille, quoi. On fouille les bois, on drague la Meuse, mais pas de traces, pas d'indices. Les mois passent. Jusqu'au 1er mars 2002. 10 mois après la disparition de Manania. Ce jour-là, les policiers de Reims reçoivent un coup de fil de leurs collègues belges. Le 1er mars, on a avisé dans l'après-midi donc un promeneur a retrouvé dans la forêt de Nolvaux, en Belgique, à environ une vingtaine de 20-25 km de Sedan, un crâne qui se trouve donc sur un chemin qui est bordé par une sapinière en pente, là. Et rapidement, donc, ce promeneur, constatant que c'est un crâne humain, parce qu'il tape dedans en marchant, va prévenir les policiers. Le SRPJ de Reims m'appelle en me disant « Monsieur Longhini, est-ce que vous pouvez venir avec votre épouse à la gendarmerie de Bouillon ?» Et ils nous disent « Voilà, on a retrouvé des affaires, on va vous les montrer. » Et là, il nous montre les photos de sa montre, une montre très spéciale que sa sœur lui avait achetée pour son anniversaire, une bague que je lui avais ramenée de Thaïlande quand j'étais parti en voyage avec sa maman, et un petit top, un foulard. Et là, la maman s'écroule, elle dit « Ce sont les affaires de ma fille ». Et là, elle les a vues tout de suite. C'est bien Manania. Mais comment est-elle morte?
Là où son corps a été découvert, il n'y a aucune trace, aucun indice. Mais il est évident que 9 mois après, on n'a trouvé aucun témoin du dépôt du corps. Hein, et on ne peut pas non plus, à partir des constatations, déduire si la jeune fille a été tuée là, si elle a été victime de violences sexuelles là. On n'a rien. La seule chose, c'est qu'on est sûr que c'est Manania et qu'elle est abandonnée en forêt sans être enterrée en Belgique. Le meurtre de Manania rappelle de douloureux souvenirs. 2 ans auparavant, à seulement 30 km de là, à Charleville-Mézières, une jeune fille a été assassinée. Céline Saison avait 18 ans. Elle avait disparu à la sortie de son lycée. On a retrouvé son corps quelques semaines plus tard, en Belgique. Et si Manania et Céline avaient été victimes du même tueur? Jean-Pierre Saison, vous êtes le papa de Céline, qui a disparu le 16 mai 2000. Dans quelles circonstances exactement? Eh bien, ma fille Céline donc, se rendait à un bac philo, une épreuve de philo, un bac blanc. Donc c'est moi qui l'ai emmenée vers 14 h. Et puis elle devait terminer effectivement son épreuve vers 18 h. Bon, c'était aléatoire hein, selon la durée. Et puis 19 h approche, 19h15, là on s'est inquiété. Donc j'ai pris la voiture et j'ai été voir sur place. J'ai été voir au lycée, je n'ai vu personne, aucune trace. Je suis à nouveau rentré chez moi, on a appelé les hôpitaux, on a commencé vraiment à s'inquiéter sérieusement jusqu'au moment où on a décidé d'aller au commissariat central de Charleville-Mézières vers 22 h. Il nous a été répondu, mais vous savez, elle est majeure, donc elle a le droit de partir. De disparaître? De disparaître, oui, justement. Vous attendez 48 heures? On attend 48 heures pour déposer une plainte pour la disparition de Céline. Il faudra 2 mois pour retrouver son corps en forêt? Oui. En mai 2001, une autre jeune fille qui s'appelle Manania Tumpong disparaît à Sedan. Est-ce que vous faites, vous, quand vous apprenez la nouvelle, spontanément le lien avec la disparition de votre fille? Alors oui, enfin, on fait le lien parce que c'est la même région, hein, Sedan étant séparée de 20 km par rapport à Charleville. C'est les mêmes circonstances d'enlèvement, enfin de disparition. Pour l'instant, on est sur le fait de disparition. Pour moi, c'était le ou les mêmes individus qui avaient agi. Oui. Les mois passent et les 2 enquêtes sur les affaires Céline et Manania ne donnent rien. C'est alors que de l'autre côté de la frontière franco-belge, un homme est arrêté. Bonsoir à tous. En était-il à son premier enlèvement ou a-t-il déjà sévi par le passé? Et si oui, que sont devenues ses victimes? Voilà les questions que se posent les enquêteurs après l'arrestation d'un homme qui a tenté d'enlever une jeune fille de 13 ans jeudi dernier à Ciney. La victime est une adolescente de 13 ans, Marie. Elle raconte aux policiers belges, puis aux journalistes, que son ravisseur a prétexté avoir perdu son chemin avant de l'aborder. Il y a un monsieur qui m'a demandé le chemin pour aller au moins de la salle. Et je lui ai montré, mais après il m'a menacé pour que je vienne avec lui dans la voiture. Là, il m'a attaché les mains avec les pieds et tout le corps derrière avec la camionnette. J'ai commencé à paniquer beaucoup, puisque j'ai vu une carte de France et de Belgique. Et j'ai commencé à prier là et je sais pas, j'ai réussi à enlever les liens. Marie a été enlevée par un homme en camionnette blanche dans cette grande rue de Ciney alors qu'elle rentrait chez elle. L'homme a roulé quelque temps dans la campagne. Et quand après une vingtaine de kilomètres, il s'est arrêté à un stop, Marie en a profité pour sauter. Son ravisseur ne l'a pas vu s'échapper. Marie est alors recueillie par une automobiliste qui la conduit immédiatement
au commissariat. La petite Marie est dans la voiture avec la dame qui l'a recueillie. Elle roule vers le bureau de police et par hasard, elle croise la camionnette de l'auteur des faits. La petite reconnaît la camionnette et la dame qui conduit a le réflexe de relever le numéro de plaque en croisant la camionnette. La fourgonnette est identifiée. Elle appartient à une certaine Monique Olivier. On sait que c'est pas Monique Olivier, que c'est pas une femme qui conduisait la camionnette au moment de l'enlèvement. Donc on sait que c'est un homme et on pense donc que c'est Michel Fourniret, puisqu'il est son époux, il est répertorié comme ça. Michel Fourniret, 61 ans, est un Français qui vit en Belgique avec sa femme Monique et leur fils Selim. La justice belge n'a jamais entendu parler de lui. On sait que c'est un Français, on sait qu'il vient du nord de la France. Et on ne le connaît pas autrement. Il n'est pas connu en Belgique, il n'a aucun antécédent judiciaire, il n'a jamais fait parler de lui. Donc c'est un personnage qui, en Belgique, n'a jamais attiré l'attention, qui vit comme un citoyen tout à fait normal. Le jour même, Fourniret est arrêté et placé en garde à vue. Marie l'identifie formellement. Lui reconnaît les faits, mais jure qu'il n'avait pas l'intention de la violer. Pourtant, il apparaît tout de suite comme un homme dangereux. Ce qui attire surtout notre attention, c'est qu'à un moment donné de leur conversation, Marie va lui demander s'il travaille pour Dutroux, et lui va répondre que non, je suis pire que Dutroux. Quand je lui pose une question, il a toujours les yeux fermés. Puis il reste 1, 2, 3 minutes, toujours les yeux fermés, sans rien dire. En fait, il analyse chaque mot des questions qu'on lui a posées, et puis il prépare aussi, soupèse chaque mot des réponses qu'il va donner. Tout de suite, les enquêteurs belges font le lien avec les 2 petites filles françaises enlevées et assassinées. Céline Saison et Manania Tumpong. D'abord, leur disparition avait eu lieu en plein jour, comme le rapt de Marie, à Ciney. Et puis c'est en Belgique qu'on avait retrouvé leur corps, à proximité du lieu où Michel Fourniret a tenté d'enlever la jeune Marie. Le jour même, à Sarcustine, la maison du couple Fourniret est perquisitionnée. La camionnette de Michel Fourniret est passée au peigne fin. Les policiers belges y font une découverte capitale. Là, on retrouve un cheveu. Et d'après l'Institut national de criminalistique, ce cheveu, on n'a pas la racine du cheveu. Donc on ne sait pas établir un ADN nucléaire, il n'y a pas donc de certitude absolue, mais il se fait que c'est un cheveu de type asiatique, et non seulement de type asiatique, mais d'une structure particulière et atypique dans le type asiatique. Alors, l'extrême rigueur scientifique de nos collègues de l'INC empêche d'attribuer à 100% ce cheveu-là à quelqu'un, mais en fait, c'est exactement les mêmes cheveux au niveau morphologique que les cheveux de référence de Manania Tumpong que nous avons. Et tous ces éléments-là cadrent parfaitement avec un scénario qu'on imaginait. On ne peut pas affirmer, bien sûr, à 100% que c'est l'auteur de nos disparitions, mais quand même, il a beaucoup de choses pour plaire, quoi. Francis Nachbar, à l'époque des faits, vous êtes procureur à Charleville-Mézières. En juin 2003, Michel Fourniret est arrêté en Belgique dans l'affaire du rapt de Marie. On vous prévient immédiatement de cette arrestation ? Oui, tout à fait. On prévient d'autant plus immédiatement que moi, je suis arrivé procureur de la République en janvier 2003, donc 6 mois avant. J'ai pris connaissance, naturellement, immédiatement des dossiers criminels en cours, et notamment, on m'a tout de suite alerté sur l'importance de ces 2 dossiers criminels. Je parle du dossier d'enlèvement et de meurtre de Céline Saison et de Manania Tumpong de mai 2000, mai 2001. On n'avait pas vraiment d'hypothèses, de pistes explorées, d'indices intéressants. Vous aviez demandé au procureur du roi, votre homologue en Belgique, de vous alerter en cas d'affaires similaires de l'autre côté de la frontière ? On avait fait plus que demander, puisqu'on avait déjà eu des réunions de concertation. Les corps de ces 2 enfants, Céline et Manania, ayant été retrouvés en Belgique, mais enlevés en France, il y avait dès le départ une concertation très forte entre les 2 institutions. Et donc, on était naturellement à l'affût de tout élément nouveau qui pourrait nous aider. Ça veut dire que dès le début, Fourniret devient un suspect important dans votre enquête ?
Dès le début, on considère qu'effectivement, c'est une piste qu'il faut immédiatement explorer. On demande aux gendarmes d'interroger le fichier. Là, on voit effectivement les antécédents policiers et judiciaires de Fourniret. Et donc son passé de délinquant sexuel. Son passé de délinquant sexuel, mais pas de meurtrier. C'est un passé de délinquant sexuel malheureusement classique. Michel Fourniret est né dans les Ardennes, à Sedan, en 1942. À 24 ans, il commet ses premiers attouchements sur une mineure. À l'époque, il est ouvrier. On est en 1966. Il est marié et père d'un enfant. Pour ses attouchements, il est condamné et sa femme le quitte. Il part vivre en région parisienne et se remarie en 1969. De ce deuxième mariage, il aura 3 enfants. Il a 42 ans quand il est rattrapé par la justice. On lui reproche une nouvelle agression sexuelle. Il est interrogé par les policiers et là, coup de théâtre. Il avoue non pas une, mais 15 agressions entre 1977 et 1984. Il reconnaît en fait des agressions sexuelles, des attentats à la pudeur, un certain nombre de violences commises donc, au préjudice de jeunes filles, avec lesquelles donc, il utilise comme moyen de coercition soit une fiole qu'il dit être remplie d'acide ou de vitriol, qui s'avéra en fait être de l'eau. Il est menacé éventuellement avec un pistolet aussi. Voilà. Et il les embarque dans sa voiture la plupart du temps, les amène dans un petite route de campagne ou de forêt, et donc là, il les agresse. Et là, Michel Fourniret va envoyer un courrier étonnant à la juge d'instruction. Il va dessiner un tableau recensant la totalité de ses victimes. Un tableau dans lequel il assume sa perversité avec un cynisme absolument incroyable. Fourniret aime les jeunes filles vierges. Un tableau stupéfiant, dans lequel il décrit chacune des 15 agressions qu'il revendique. Avec la date, le lieu, éventuellement le nom de la victime, mais aussi s'il a utilisé une fiole ou un pistolet pour la contraindre. Encore plus troublant, il précise aussi dans son tableau si sa victime était vierge ou pas. C'est vraiment systématique, c'est permanent, il insiste là-dessus, et un certain nombre de jeunes filles d'ailleurs qui vont se dire ou mariées ou enceintes, etc. Ça va un petit peu lui couper l'herbe sous le pied et il va abandonner en fait l'agression qu'il est en train de commettre. Parce que justement, elles lui disent qu'elles ne sont plus vierges. À son tableau, Michel Fourniret a joint un texte pour justifier sa recherche de la virginité. Il dit qu'il a toujours rêvé de pouvoir connaître l'Immaculée. Sa première femme n'était pas vierge. Il écrit « 21 ans, mariage, écroulement des illusions ». Aux policiers et aux experts, il ne parle que de ça. Il théorise, entre guillemets, ce qu'il fait en disant « voilà pourquoi je le fais ». À partir du moment où il se prévaut de sa théorie, il raconte tout et il le raconte, comment dirais-je, comme s'il avait raison de le faire ou comme s'il était impératif qu'il le fasse. C'est un vrai prédateur quand même. C'est vrai qu'il a un potentiel de dangerosité assez évident, mais pour nous, l'important c'est qu'il ne soit pas allé au bout de chaque agression sexuelle. Il affirme qu'il n'a violé qu'une fois. Il l'appelle son cas le plus grave. C'était une adolescente à Épernon, en 1982. Daïna. Daïna Le Guénan, vous avez croisé, vous, le chemin de Michel Fourniret. Vous aviez 14 ans. Ça s'est passé à Épernon, le 4 septembre 1982. Oui. Vous sortiez de la gare, c'est ça? Oui. Je rentrais d'un après-midi passé chez une amie avec mon frère. Et
quelques centaines de mètres plus loin, en fait, Michel Fourniret s'était garé dans une rue à droite et sorti, enfin il est arrivé en piéton, et il m'a menacé d'une bouteille qui était censée contenir du vitriol. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il m'a dit. Il vous a dit quoi, là? Et là, il m'a dit, voilà, je vais rien vous faire, je vous prends en otage jusqu'aux limites du pays, j'ai volé un véhicule, je suis poursuivi par la police. Et voilà, vous allez m'indiquer le chemin et je vous libérerai, il ne se passera rien si vous ne débattez pas, si vous ne criez pas. Donc il m'a fait monter dans sa voiture côté passager et puis il a conduit et il a commencé à me parler. Il m'a dit qu'il avait été déçu par sa femme, sa première femme, parce que quand il s'était marié, il était vierge et qu'il pensait que sa femme l'était et qu'il a découvert qu'elle ne l'était pas et que depuis, il était à la recherche du mythe de la virginité. Il vous demande si vous êtes vierge? Il me demande si je suis vierge, donc je lui dis non, puisque c'était sa recherche. Vous êtes dans quel état, vous, à ce moment-là? Très inquiète? Il y avait une partie de moi qui savait qu'il allait se passer quelque chose. Je veux dire, il n'était pas, entre guillemets, il n'était pas menaçant. Il n'y avait pas de vulgarité, il n'y avait pas d'insultes, c'était pas... et jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au moment où il emmenait la voiture dans ce champ, et là, il me dit, bon, je vais vous laisser là, je vais trouver un pecno qui viendra vous chercher. Et après, il s'est ravisé, il m'a dit, ah ben non, finalement, je vais vous attacher, et puis on va faire un simulacre de viol. Comme ça, on ne pourra pas dire que vous étiez ma complice. Et jusque-là, je l'ai cru, quoi. Jusque-là, même quand il m'attachait, je me suis dit, bon, voilà, c'est vraiment, il ne va rien se passer d'autre, quoi. Et en fait, ben, il s'est passé, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Enfin, il vous a violé? Ouais. Il s'est rhabillé, il s'est excusé, il a pleuré, donc ça, il s'en souvient pas, mais il a pleuré. Et puis, il m'a dit, je vais vous ramener chez vous. Et vous avez tout dit à votre mère? J'ai pas tout dit tout de suite, non. Ma mère a insisté longtemps, et jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, maman, il faut que je me lave, quoi. Et là, elle a compris, et donc, elle m'a dit, on part, on va au commissariat. Pour porter plainte? Pour porter plainte, oui. Il est arrêté en 1984. Ouais. Comment est-ce que vous réagissez alors, quand vous l'apprenez? Moi, c'est le SRPJ de Versailles qui est venu. Et ils m'ont dit, ben voilà, mademoiselle Si, on a retrouvé votre gars. Et vous êtes la seule à pouvoir l'identifier, vous êtes le témoin le plus important. Donc vous l'identifiez? Je l'identifie, ouais, sur des planches photos. Et je relis ma déposition, je confirme. Et là, le juge dit, faites entrer monsieur Fourniret. Sans vous avoir prévenu? Non. Et ça a été, ouais, je pense, un des pires moments de ma vie, parce que là, je suis toute seule, il y a Fourniret à ma droite, son avocat, le juge en face, et moi, je me fais démolir par l'avocat de Fourniret, qui dit que de toute façon, je ne me suis pas débattue, donc j'étais consentante. Et voilà, quoi. Donc, et moi, voilà, j'aurais dit oui à tout. Je voulais juste sortir de ce bureau, quoi. Et ça a été, c'est un déni de considération. En 1984, Fourniret est incarcéré à Fleury-Mérogis. Dans sa cellule, il fait la connaissance d'un braqueur, Jean-Pierre Elgouarche, qui devient son protecteur. Grâce à lui, les autres détenus laissent Fourniret, le pointeur, le violeur d'enfants, relativement tranquille. En 1986, 2 ans plus tard, Michel Fourniret fait passer une petite annonce dans un hebdomadaire catholique. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Une femme répond à cette annonce. Elle s'appelle Monique Olivier. Elle a 38 ans. Divorcée et mère de 2 enfants. Elle travaille comme garde-malade dans le sud de la France. Dès les premières lettres, ils tombent amoureux. Dans ses courriers, par exemple, Michel Fourniret appelle Monique Olivier Natouchka. Et il lui écrit « Natouchka chérie, j'ose te dire merci, ton petit taulard préféré est bien à toi et à toi seul. » Monique Olivier lui répond « Tu sais, la mésange est très heureuse et elle ne voudrait pas perdre son fauve maintenant qu'elle le connaît mieux. Oui, je te le dis encore une fois, tu es quelqu'un de bien, très bien même. » Et elle termine par « Je t'adore mon cher Khan. » Ta Natouchka. Un an plus tard, en 1987, Monique Olivier vient naturellement soutenir son cher Khan, jugé pour viol et agression sexuelle, devant la cour d'assises d'Évry. Daïna El Guénan, en juin 1987, on juge Michel Fourniret pour cette série d'agressions, dont celle qu'il a commise à votre endroit. Ça se passe devant la cour d'assises d'Évry. Vous assistez à l'audience? Oui. Vous avez quel âge à ce moment-là? 19 ans.
Comment ça se passe? Je suis allée à la barre, j'ai témoigné et Fourniret s'est levé. Enfin, on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire et il s'est levé. Il a dit: je voudrais présenter mes excuses à Daïna. Et à ce moment-là, je lui ai dit que c'était un peu trop tard. Et c'est surtout après, quand on a appris le verdict, quoi, que ça a été plus dur. Le verdict, 7 ans de prison. La requalification. Oui, donc c'est requalifié. Voilà. En attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. Il prend 7 ans. Et c'est pas assez pour vous? C'est pas une question que ce soit pas assez, c'est une question qu'il y a eu la requalification. C'est-à-dire que ma mère s'est battue pour que ce soit reconnu comme viol. La cour d'appel et la cour de cassation ont dit que c'était un viol et que ça devait être jugé aux assises. Et aux assises, les jurés et le juge ont requalifié. Et là encore, c'est un déni de considération. Je veux dire, au-delà de la peine, il y a l'attitude des jurés. Et puis il y a le fait qu'on savait, quoi. On savait, c'était au mois de juin, on savait qu'il sortirait en octobre. Et oui, c'était injuste et on savait qu'il recommencerait. « 7 ans de prison pour 7 agressions sexuelles. Au moment du verdict, Fourniret est déjà en prison depuis 3 ans et demi. Il a donc déjà fait la moitié de sa peine et il est libéré, malgré son profil de prédateur présentant un énorme potentiel de récidive. Et d'ailleurs, ça ne va pas traîner. Le 22 octobre 1987, Monique Olivier vient l'accueillir à sa sortie de Fleury-Mérogis. Le couple s'installe dans l'Yonne, à Saint-Cyr-les-Colons, où Michel Fourniret vient d'hériter d'une maison. 6 semaines après leur arrivée, à 15 km de là, à Auxerre, une jeune fille disparaît. Elle s'appelle Isabelle Laville, elle a 17 ans. Le 11 décembre 87, alors qu'elle rentre chez elle après le collège, elle se volatilise. Elle a été vue la dernière fois par 2 camarades d'école à proximité du collège. Nous n'avons retrouvé aucune trace de vêtements, aucune affaire d'école, pas de cartable, pas de trousse. C'est là qu'on l'a vue pour la dernière fois. Les parents ne peuvent pas croire à une fugue. Noël approchait et elle avait commencé à acheter des cadeaux, à préparer les fêtes, quoi. Ouais. Donc pour elle se faisait une joie en plus parce que sa sœur qui était restée sur Mulhouse allait venir nous rejoindre. À mon avis, elle a été enlevée. Parce que si elle avait été accidentée ou tuée, on aurait retrouvé son corps quelque part. Mais vous n'êtes pas milliardaire, hein. Non, nous ne sommes pas milliardaires et personne n'a demandé d'argent. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est trop dur. À Auxerre, la disparition d'Isabelle suscite beaucoup d'émotions. Et l'AJ Auxerre, le club de foot star de l'époque, se mobilise. Si des personnes donnent des indices décisifs, ils seront tous récompensés par des chèques importants et le financement de cette somme sera donné par un match que nous jouerons ici. Les footballeurs d'Auxerre se mobilisent, plus peut-être que la justice d'Auxerre. À aucun moment de l'enquête, du début jusqu'à la fin que j'allais voir les gendarmes, je n'ai jamais eu affaire à aucun magistrat ou autre, enfin, aucun employé, je dirais, de la magistrature d'Auxerre. Hein. À l'époque, j'en ai pas entendu parler. Alors Dominique Rizet, que va donner l'enquête sur la disparition d'Isabelle Laville? L'affaire, Christophe, elle va être expédiée en 6 semaines. Et d'un point de vue judiciaire, on ne peut pas dire que ce soit un modèle du genre. Qu'est-ce que font les gendarmes? Un travail d'enquête classique, des patrouilles dans la ville, on va interroger les profs et les élèves du collège, porte à porte dans le secteur du collège, signalement diffusé auprès des services de police et de gendarmerie dans toute la région, avis de recherche dans la presse locale, presse nationale, France 3 Bourgogne, les radios locales.
On vérifie dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les foyers de jeunes où pourrait se réfugier une adolescente en fugue. Toutes les recherches restent vaines. Et le 14 janvier 88, voilà ce qu'écrivent les gendarmes dans leur procès-verbal de synthèse. La fugue paraît peu probable. Nos vérifications n'ont pas permis à ce jour d'étayer les hypothèses envisagées. Entre parenthèses, voilà les hypothèses qu'envisagent les gendarmes. L'enlèvement, le crime à caractère sexuel ou le suicide. Et il conclut: la disparition d'Isabelle Laville demeure inexpliquée. Ça, c'est le 14 janvier 88. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'une semaine plus tard, le 21 janvier 1988, le parquet d'Auxerre va classer l'affaire. On ne va même pas ouvrir une information. Le magistrat ne va pas non plus motiver sa décision. L'affaire est expédiée comme si la justice se désintéressait totalement de cette disparition. Et quelques mois plus tard, Michel Fourniret et Monique Olivier quittent Lyon pour les Ardennes, la région natale de Fourniret. L'ancien détenu emménage à Floing, dans une petite maison isolée. Les gens disaient, ouais, il a fait des hold-up, il a fait ceci, il a fait cela. Quand je l'ai appris 2-3 ans après, il était libéré. Il n'a quand même pas dû faire grand-chose. Sinon, s'il avait fait vraiment quelque chose, il aurait été condamné à 10 ou 15 ou 20 ans de prison. Tout doucement, c'est vrai qu'on lui a accordé notre confiance un petit peu. À Floing, Michel Fourniret et Monique Olivier mènent une vie discrète. Lui fait des petits boulots, elle ne travaille pas. Quelques mois après leur arrivée, ils sont invités à la communion du fils de leurs voisins Gérard et Jocelyne Cadet, qui les trouvent tout de même bizarres. C'est un couple bizarre. On aurait dit comme un frère et une sœur. Ils étaient ensemble depuis pas longtemps pourtant. Hein. C'est pas de communication pratiquement, pas de sourire, pas de blague, pas rien du tout. On a l'impression qu'ils vivaient pas. Le couple essaye de se fondre dans la fête. Michel Fourniret danse avec sa voisine et Monique Olivier avec d'autres convives. À la fin du repas, Michel Fourniret dédicace à la femme de Gérard Cadet le menu de la communion et lui écrit un poème qui se termine par cette phrase: « Ah, si je pouvais tout vous dire ». Un mois plus tard, Michel Fourniret et Monique Olivier annoncent à leurs voisins qu'ils vont se marier. On arrive sur la place de la mairie, pas une seule voiture. On a attendu un petit peu, puis effectivement, Michel est arrivé avec Monique. J'ai dit bonjour, j'ai dit écoute, j'ai cru que tu nous avais fait une blague. Je dis à personne. Ah ben, il me dit, il n'y a personne. Ben, je dis, tu te maries ou tu te maries pas? Ah ben, il me dit, on se marie. Ben, je dis, t'as pas de frère, t'as pas de sœur, t'as pas... Ah non, mais qui me dit, de toute façon, il me dit, on se... Ah bon, ben, je dis, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce couple déconcertant devient bientôt parent d'un petit garçon, Selim. C'est le 3e fils de Monique Olivier et le 5e enfant de Michel Fourniret. Et très vite, Selim passe beaucoup de temps chez les voisins. Il venait le matin à 7h du matin, il me disait, tiens, il faut que j'aille à tel endroit après-midi, est-ce que tu pouvais me garder le petit? Eh oui. Je dis, si je peux pas, c'est tout, il allait demander à une voisine. Et des fois il revenait pas. Ou il me disait, je reviens après-midi, le soir il n'est toujours pas rentré. Le lendemain, pas rentré. Je disais, c'est pas possible, ils ont eu un accident, il y a un pépin ou quoi. Il se ramenait aussi bien 2 jours après. Mais je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez pu prévenir ou moi je me demandais, vous n'avez pas eu un accident? Si on vous le demande, vous direz que vous savez pas. Les voisins l'ignorent, mais le couple Fourniret prépare un nouveau déménagement. Ils veulent quitter leur cabane de Floing pour un château. Ils ont pris rendez-vous pour visiter le château du Sautou, à quelques kilomètres de Floing. Lui, il arrive, moi j'étais dans mon jardin en train de travailler, mes habits pas très propres, mais lui, il est encore pire que moi, lui. Et puis il avait une voiture qui valait à peu près 1000 francs à ce moment-là. Et puis il me demande pour aller visiter le château du Sautou, qui valait plus de 100 millions. Oh, il a quand même trouvé ça bizarre. Puis ma foi, puisqu'on me l'avait dit, ma foi, j'étais lui montrer le château du Sautou, quoi.
Et puis 2 jours après, j'ai eu un coup de téléphone de la propriétaire qui me demandait de ne pas aller faire visiter le château, qu'elle avait un acquéreur. Alors, je lui demande le nom, lequel que c'était, elle me dit Fourniret. Ouh, ben il dit alors attention, hein. Michel Fourniret et Monique Olivier quittent Flouin en catimini et s'installent au château du Sautou en 1989. Au milieu de cette propriété de 13 hectares, on n'est pas prêt de venir les embêter. Ils sortent guère du château du Sautou. Et sa femme non plus, hein. Et en général, ils sortaient 1 fois par semaine. Ils allaient dans un grand magasin faire leurs courses. Et puis c'était fini. Ils restaient là. Puis alors après, il a donc acheté un petit bulldozer, si on peut appeler ça. Hein? Puis il s'est mis à faire des tranchées un peu dans tous les secteurs. Alors on a trouvé ça bizarre quand même, surtout que ça n'y rapportait rien du tout. Hein? Il n'y a pas que les voisins qui sont intrigués. En 1990, la section antiterroriste de Paris et la police judiciaire de Reims commencent aussi à s'intéresser à Michel Fourniret. Comment un ex-détenu qui ne vit que de petits boulots a-t-il pu s'acheter une telle propriété? Quelqu'un qui achète un château en pleine nature, à 600 mètres de la frontière belge, c'est quelqu'un qui vient, comme on dit dans le jargon, se mettre au vert. Alors on se dit, avec quel argent il a pu acheter ce château? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On a acheté 1 200 000 francs à l'époque, en espèces, plus un appartement à Sedan, plus un autre appartement dans les Yvelines. Il fallait qu'on s'intéresse à Fourniret, savoir d'où cet argent provenait. D'autant que les policiers savent que Michel Fourniret a connu en prison à Fleury-Mérogis Jean-Pierre Elgouarche, qu'il soupçonne d'entretenir des liens avec Action Directe. Du coup, il se demande si le château du Sautou ne serait pas une planque pour terroristes. Il monte une surveillance discrète du château. En 1990, la justice ordonne une perquisition. Dans le château, il n'y avait rien. Par contre, dans le pavillon de chasse, on a trouvé des documents bancaires. Il y avait beaucoup d'argent qui avait circulé ils avaient acheté des actions, ils avaient acheté des obligations. Il y avait des mouvements d'argent, mais rien concernant ni armes, ni faux papiers, ni explosifs. Il n'y avait rien concernant des activités de terroristes de Michel Fourniret. Suite à la perquisition, Michel Fourniret doit payer un redressement fiscal de 43 000 €. C'est tout. 1 an plus tard, en 1992, la famille Fourniret abandonne son château et file brusquement en Belgique pour s'installer dans le village de Sarcustine. Voilà ce que découvrent 12 ans après, en juin 2004, les policiers qui enquêtent sur l'enlèvement de Marie en Belgique. Fourniret a un passé très lourd et ça ne fait que renforcer leur conviction, même s'ils n'ont pas encore de preuves de son implication dans les meurtres de Céline et de Manania dans les Ardennes. Inculpé depuis 2003 pour l'enlèvement de Marie, Michel Fourniret est régulièrement entendu par les policiers belges et français. Mais Monique Olivier aussi. Car les enquêteurs sont persuadés qu'ils sont tous les deux impliqués dans les meurtres de Céline et de Manania. On a manifestement affaire de personnes qui ne veulent pas parler. On a décidé aussi de ne pas les laisser en paix. Donc on a décidé de les rencontrer le plus souvent possible, de les faire parler de tout et de n'importe quoi, partant du principe que quand on ment, plus on parle, on finit par se contredire. Les policiers font pression sur le couple, et particulièrement sur Monique Olivier, restée libre. Ils ont décidé de ne pas la lâcher et les convoquer toutes les semaines dans le bureau de Jacques Fagnard. On s'est dit quand même que dans cette chaîne-là, le maillon le plus faible, ça risquait d'être elle. Donc c'est surtout sur elle qu'on a mis l'accent, quoi. Si son mari, c'était les yeux fermés et puis les longues minutes d'attente, elle, c'est pas les yeux fermés, elle se penche en avant, les cheveux pendent devant le visage, les mains tremblotantes. Dès qu'elle avait quelque chose à dire, elle montait ses mains devant la bouche et puis
C'était pas un comportement normal, je dis. Mais Monique Olivier se tait. Les policiers essayent 1000 ruses. Détecteurs de mensonges, hypnose, convocation sous divers prétextes. En vain. Elle ne lâche rien. Ils vont même jusqu'à placer des micros dans ces parloirs intimes de la prison de Dinan, que les Belges appellent des VHS, des visites hors surveillance. Monique Olivier, libre, y rend régulièrement visite à Michel Fourniret, détenu. Et ses écoutes leur en apprennent beaucoup. On va remarquer tout de suite, c'est que c'est une autre Monique Olivier qui parle à son mari que celle qu'on a en face de nous et qui nous parle. Elle nous parlait avec une voix tremblotante, chevrotante. Là, c'est du net, quoi. Elle parle normalement avec son mari. On se rend compte qu'ils établissent entre eux des stratégies de défense. Bon, si on nous interroge sur tel sujet, ben, il n'y a qu'à répondre ça, puis moi, c'est ça que je vais dire. Donc on se rend compte qu'il y a une complicité évidente entre eux. Et à un moment donné de cette première VHS, elle évoque le fait qu'elle pourrait aussi, elle, se retrouver en prison. Ça nous intéresse évidemment. Mais on ne va pas loin avec ça, on ne peut pas directement la reprendre. Ça nous conforte encore une fois dans ce qu'on pense. Monsieur le procureur, Monique Olivier et Michel Fourniret vont être entendus à plusieurs reprises par les policiers belges. Est-ce que vous suivez, vous, toutes ces auditions? À plusieurs reprises, j'ai assisté à ces interrogatoires de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Je rappelle qu'en un an, il y a eu 230 interrogatoires pour les deux. Alors, le déclic va venir d'écoute pratiquée au parloir lorsque Monique Olivier, libre, rend visite à Michel Fourniret emprisonné. Oui. Et là, on va faire quelque chose que je ne pensais pas possible en termes de procédure. On va placer des micros dans ce parloir pour enregistrer leur conversation. Pas possible en France, ça. Oui, en France, c'est pas possible. En Belgique, c'est parfaitement légal, hein, je vous rassure tout de suite. Et tout ça permet, effectivement, d'avoir enfin un point d'accroche pour entendre Monique Olivier avec tous les éléments qu'on a recueillis pendant un an, et on en a recueilli un certain nombre, et avec, en plus, ces écoutes de parloir. Et pourtant, il faudra attendre de longs mois avant que Monique Olivier ne craque. Le 22 juin 2004, elle est une fois de plus convoquée au commissariat. Sur son bureau, le commissaire Fagnard a posé un journal qui titre sur la condamnation de la femme du pédophile belge Marc Dutroux à 30 ans de réclusion criminelle. C'est peut-être ça qui fait basculer l'interrogatoire. Donc on l'a fait venir le 22. Et on l'entend assez longuement, toute la matinée. Et en fin de matinée, elle finit par me dire que... Enfin, on parlait de Saison et Tumpang. Elle finit par me dire, mais je ne sais pas grand-chose. Je dis, ça fait rien, on va toujours parler de ça. On essaye de calmer le palpitant, on essaye de ne rien montrer. Et puis, il faut que ça se passe bien. Donc, on n'insiste pas, on lui laisse raconter ce qu'elle a envie de raconter, sans la brusquer, hein, risquer qu'elle se referme. Donc, on la laisse parler à ce moment-là, on l'oriente un peu, mais très gentiment, en caressant dans le sens du poil. Et puis là, elle nous dénonce son mari comme ayant enlevé et tué les Céline Saison et Madania Tumpang. Et là, elle nous a parlé de détails que seul quelqu'un directement impliqué pouvait connaître, quoi. On parle ici de la mallette d'école de Céline Saison, en disant qu'il y avait notamment des photos de voyage scolaire à New York. Cette fois-là, on a une toute grosse étape qui est faite. On a des éléments pratiquement concrets. Elle nous décrit le contenu du sac de Céline Saison. Monique Olivier explique que c'est parce qu'elle avait peur d'être considérée comme la complice de Fourniret qu'elle n'a pas parlé plus tôt. Les enquêteurs de la PJ de Reims sont aussitôt informés. Les policiers français et belges se préparent à une longue nuit. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. On est 4 enquêteurs, donc de Français et de Belges à l'entendre. Et elle va nier avoir tenu ces propos-là quelques secondes, ça va durer 30 secondes. Et puis elle va s'expliquer. Et là, en une trentaine de minutes, elle va nous mettre en cause Fourniret dans 6 meurtres.
Là, on va réellement être pantois, parce qu'on ne s'attendait pas, bien sûr, Céline Menania, on avait toutes les raisons de le penser. Par contre, elle va nous parler d'Isabelle Laville à Auxerre. Isabelle Laville, l'adolescente de 17 ans dont la disparition en 87 avait ému le club de foot de l'AJ Auxerre, mais dont le dossier avait été classé au bout de 6 semaines par le procureur de la République. Et puis elle nous cite aussi Brichet. Elisabeth Brichet. Ça, c'est une surprise. Cette petite fille de 12 ans a disparu à Namur en 1989. Depuis, les policiers n'avaient aucune piste. On avait même envisagé qu'elle ait été victime de Marc Dutroux. Son nom avait été associé à la Grande Marche Blanche de 1996 à Bruxelles. Monique Olivier cite également le nom de Jeanne-Marie Desrameaux, une jeune fille de 20 ans disparue elle aussi en 89 à la gare de Charleville-Mézières. Et puis celui d'une certaine Farida. Et elle ne s'arrête pas là. Et là, en une dizaine de minutes, elle va nous donner 3 autres meurtres dans lesquels Fourniret est impliqué. Là, on va vraiment commencer à se demander où on est, parce que ça nous paraît énorme, quoi. Hein. Elle va nous parler de Natacha Danet, à Nantes. Elle nous parler de Fabienne Leroy, à Montmelon. Et puis Monique Olivier parle encore d'une mystérieuse baby-sitter qui aurait gardé ses limes et dont elle dresse le portrait robot. À un moment donné, on s'est presque posé de question de savoir si elle ne nous inventait pas des faits. Tellement c'était énorme, parce qu'on était quand même à 9 meurtres à ce moment-là. Monique Olivier parle de son mari comme d'un tueur en série. Le lendemain, Fourniret est extrait de sa prison et à nouveau placé en garde à vue. Monsieur le procureur, en 2004, Monique Olivier craque. Elle énumère devant les policiers belges les meurtres de son mari. En plusieurs étapes. Comment est-ce qu'il réagit, lui? Quand Fourniret est entendu, il a su, par une indiscrétion des médias, que sa femme avait avoué. Néanmoins, il a réfléchi, et heureusement il a réfléchi dans le bon sens, et donc il avoue une série de meurtres, mais il conteste celui de Céline et de Madania. Il les conteste. Pour quelle raison? On ne sait pas trop. On a imaginé que les meurtres qu'il avait reconnus étaient des meurtres très anciens, qui pensaient que peut-être ils étaient atteints par la prescription. Puis ensuite, dès le lendemain, mis face aux déclarations extrêmement précises, extrêmement circonstanciées de Monique Olivier, il finit effectivement par reconnaître les meurtres de Céline et de Madania. Au total, Fourniret reconnaît 8 meurtres. Comment se fait-il qu'au fil des années, la justice française n'ait pas relié ces 8 meurtres entre eux pour les attribuer hypothétiquement à un même homme? Le premier meurtre, c'est celui d'Isabelle Laville en décembre 87. Nous n'avions pas naturellement les moyens d'investigation que nous connaissons aujourd'hui, je pense à l'ADN, mais pas seulement. Il y avait la mobilité géographique de Fourniret, parce que ces meurtres, ils ne sont pas tous commis dans une zone géographique précise. Ça va de Nantes à Auxerre, en passant par la région de Bruxelles, Charleville-Mézières, Sedan. Les modes opératoires ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a cette intelligence dans le parcours criminel du couple qui fait qu'effectivement, on n'a jamais relié les meurtres entre eux. Michel Fourniret a avoué 8 meurtres commis entre 1987 et 2001. Mais à ce stade de l'enquête, il manque 3 corps. Celui d'Isabelle Laville, de Jeanne-Marie Desrameaux et d'Elisabeth Brichet. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Excavatrices et pelleteuses à l'œuvre depuis ce matin au château de Sautoux, à Donchery. Des fouilles pour retrouver les corps d'Elisabeth Brichet et d'une jeune Française enterrée dans le domaine du château par Michel Fourniret. 3 juillet 2004. 2 jours après ses aveux, Michel Fourniret est remis aux autorités françaises pour les aider à retrouver dans la propriété du Sautoux les corps de Jeanne-Marie Desrameaux et d'Elisabeth Brichet, disparu 15 ans plus tôt. Le château est cerné par les gendarmes qui tiennent la presse à distance. Car des journalistes du monde entier ont fait le déplacement. Certaines télévisions ont même loué des hélicoptères.
Je le revois, ce regard qu'il jette en l'air quand il voit les hélicoptères passer, qu'il voit qu'autour de lui, il y a presque 200 personnes. Tout ça pour lui. Ah, voilà, un homme important. Michel Fourniret annonce au magistrat qu'il est prêt à collaborer. Bref, qu'il est prêt à les guider dans ces 13 hectares de forêt. Il nous donne des précisions quasiment millimétrées, parce que là encore, il a vocation à se sentir architecte, et donc il fait des dessins avec des plans, des coupes, etc. Et il dit, voilà, c'est là, à 20 cm de ceci. Donc on dit, c'est tellement précis qu'on saura, soit c'est vrai, soit c'est un mensonge. Menotté, Michel Fourniret montre aux policiers l'endroit où il aurait enterré les corps. Les excavations ont commencé sur les indications de Michel Fourniret, qui pour l'instant coopère. À quels endroits du château les fouilles ont commencé ? Il y aura vraisemblablement au moins 2 endroits qui vont être fouillés. Fourniret a indiqué qu'il avait enterré Jeanne-Marie dans l'allée du château et Elisabeth derrière le pavillon de chasse. Mais après plus de 8 heures de fouilles, on n'a rien trouvé. Donc on creuse et ça dure une bonne partie de la journée. On a fait un trou très important, on ne trouve rien. Hein. Et je me souviens cette parole qu'il a eue, on lui dit, mais quand même, monsieur Fourniret, on a creusé là où vous nous avez dit, on ne trouve pas. Il a dit, vous devriez mieux chercher. Là, vous savez, on a vraiment envie de s'énerver quand même. Hein. Bon, au bout de 8 heures de fouilles. Michel Fourniret joue avec les nerfs des magistrats. Et à un moment donné, d'ailleurs, nous nous disons, il nous mène en bateau, elle n'est pas là, elle n'est pas à l'endroit où il nous indique qu'elle se trouve, et donc on va le ramener en Belgique pour recommencer des auditions beaucoup plus précises. Et puis il nous dit, mais non, pas du tout, écoutez, je vous assure qu'elle est là, je vous le garantis, etc. D'ailleurs, creusez là et tout, donc il est au bord du trou qu'on est en train de creuser, à côté de nous, et il nous indique les places en disant, essayez encore là, etc. Donc ce que fait le grutier qui agit véritablement sous ses ordres. Et à un moment donné, effectivement, on aperçoit la manche du vêtement que portait Elisabeth au moment de sa disparition et que tous les enquêteurs ont en tête. C'est un anorak de couleur parme dont on voit le premier élément qui apparaît. Et à ce moment-là, on a compris qu'on était effectivement dans le bon et que Elisabeth se trouve bien là. Le corps d'Elisabeth était enterré à presque 3 mètres de profondeur. Dans la poche de son anorak, il y a encore sa carte d'identité et son agenda d'écolière. Madame Bouzet est tombée en larmes et donc vous pensez bien qu'elle est très émue, Monsieur Brichet également. Donc ils viennent d'apprendre seulement la nouvelle. Je voulais qu'ils l'apprennent par nous, par les autorités judiciaires et pas par la presse, bien sûr, pour des raisons tout à fait humaines que vous comprendrez. Et je pense que pour eux, c'est la fin d'un long calvaire et je pense qu'ils souhaiteront maintenant pouvoir ensevelir leur enfant dans les meilleures conditions et j'espère aussi dans la discrétion que vous ne manquerez pas de leur laisser. Dans l'allée du château, les pelleteuses ont dégagé un autre corps. C'est celui de Jeanne-Marie Desrameaux. Il est identifié grâce à la robe grise qu'elle portait le jour de sa disparition. Sa tête est recouverte d'un sac plastique. Son nez et sa bouche portent la trace d'un ruban adhésif. Jeanne-Marie est vraisemblablement morte, étouffée. Dans la soirée, les 2 petits corps sont emmenés à l'Institut médico-légal. Voilà. Là maintenant, l'enquête, elle vient de passer un cap. On a la preuve que les aveux sont exacts. Maintenant, on peut creuser partout, hein, à tout point de vue. Michel Fourniret est inculpé par la justice belge pour 8 meurtres. Il va falloir maintenant qu'il s'explique sur les circonstances exactes de chacun d'entre eux. Les policiers découvrent alors un homme qui aimait partir à la chasse, c'est ce qu'il dit, la chasse aux vierges. Équipé de lunettes spéciales qui sont censées l'empêcher de s'échapper, Michel Fourniret est régulièrement emmené devant les policiers belges et français. Il leur raconte sa technique de la chasse aux vierges. Comment il repérait d'abord les filles dans la rue,
En avril 2001, par exemple, il remarque Manania dans les rues de Sedan, 2 semaines avant de la tuer. Il va nous donner, donc, nous expliquer que donc 8 ou 15 jours auparavant, 2 semaines auparavant, il va à Sedan et il rencontre cette gamine-là, qu'il arrive à faire monter dans son fourgon. Elle nous raconte ça, le détail précis, il ne le connaît pas, mais il arrive à la faire monter dans son fourgon. Il se balade dans la région de Sedan, autour, et ce jour-là, c'était pas le bon jour. Il la redépose chez elle. Dans la semaine qui a suivi, il en a parlé régulièrement. C'était vraiment sa jouissance pendant 15 jours. Il parlait de la petite asiatique qu'il allait aller prendre. Après avoir mis Manania en confiance, Fourniret revient à la médiathèque 2 semaines plus tard. Sur le parking, dans sa camionnette blanche, il attend sa proie pendant plusieurs heures. Il sait qu'elle est à la médiathèque, il l'attend. Il nous expliquera d'ailleurs que dans ces moments-là, le temps n'est pas un problème, le chasseur sait attendre. Il l'attend. Et lorsqu'elle sort de la médiathèque, il se débrouille pour se trouver sur son chemin. Elle le connaît. Il l'invite à monter dans sa voiture. Elle va y monter avec une certaine facilité. Et puis, petit à petit, le scénario va basculer dans l'horreur. Michel Fourniret emmène ensuite Manania direction la Belgique, par de petites routes de campagne. Après la frontière, il s'arrête près de la forêt de Nolvo, là où plus tard on retrouvera le corps de Manania. Il explique ensuite calmement à la petite fille qu'ils vont avoir un rapport sexuel. De toute façon, nous allons avoir une relation sexuelle. Si tu me demandes de te faire l'amour, ce ne sera pas un viol. Donc, je ne risquerai rien, donc je pourrai te relâcher. Donc il faudrait que tu me demandes. A priori, la gamine se rebelle. Il dit qu'elle ne veut plus. Et là, il nous explique qu'il dit on avait passé un contrat. Il dit donc là, elle ne respectait plus le contrat. Elle m'avait demandé si je voulais bien lui faire l'amour, et puis là, elle se rebellait. Et il dit je l'ai étranglée. Durant ces auditions, Michel Fourniret n'est pas avare de détails morbides. Il nous parle des yeux des victimes avant qu'ils se ferment définitivement. Et à chaque fois, il nous raconte la même chose. À savoir, il lit la surprise, la déception dans les yeux des victimes. Jamais il nous parle de la terreur. Et on imagine les pauvres gamines, ce qu'il y a dans leurs yeux. Et quand il est interrogé par les psychiatres, Fourniret semble même revivre ces meurtres. Il était intarissable, et tellement intarissable que c'était insoutenable. Fallait vraiment le vouloir pour rester dans la cellule avec lui. S'il expliquait quelque chose, bon, ça aurait un certain intérêt. Mais il n'explique pas, il vous fait voir ses crimes. Et donc, cette répétition, même dans le contact, dans le dialogue, dans l'entretien, cette répétition montre qu'il continue d'être le tueur en série. Et uniquement ça. Francis Nachbar, vous avez mené et assisté à des dizaines d'interrogatoires de Fourniret. Comment est-ce qu'on ne se laisse pas entraîner dans la tête de ce tueur en série? Comment on s'organise pour lui faire face? C'est une vraie question, une question qui n'est pas du tout facile à résoudre. Vous savez, pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'avais un très bon contact avec Fourniret. Quand je dis ça, j'ai presque honte de dire ça. J'ai rusé, je me suis déguisé, j'ai fait de fausses compromissions et j'ai pris énormément sur moi parce que j'avais besoin de lui. Parce que j'avais une obsession, c'était retrouver le corps de ces 3 gamines que l'on n'avait pas retrouvées. Donc, j'avais décidé, effectivement, de serrer la main à Fourniret chaque fois que je le voyais, de boire le café avec lui. Il était très flatté qu'un procureur de la République puisse traiter d'égal à égal. Et j'ai pris énormément sur moi. Et il y a une phrase qui m'a marqué et qui continue à me marquer de Fourniret, c'est qu'il m'a dit, vous savez, monsieur le procureur, de ce procès, il parlait de son procès à lui à venir, personne n'en sortira indemne.
Personne, pas même vous, monsieur le procureur de la République. Et c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a une telle perversité et une telle finesse dans la perversité, dans la manipulation, que c'est extrêmement pénible. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur le rôle exact de l'épouse du tueur en série. Monique Olivier a dénoncé son mari la semaine dernière, mais au fil de l'enquête, il s'avère qu'elle était au courant de tout et qu'elle aurait même participé à certains enlèvements. À Dinan, c'est Monique Olivier qui est désormais au centre des investigations. Interrogée par les enquêteurs, elle avoue qu'elle était avec son mari lors de plusieurs enlèvements, et notamment celui d'Isabelle Laville à Auxerre en 1987. C'est elle qui aurait fait monter la jeune fille à la sortie du collège en prétextant s'être perdue. Elle a servi d'appât pour le compte de Michel Fourniret. C'est elle qui enlève Isabelle Laville. Elle est seule dans la voiture. Fourniret fait semblant de faire du stop, ce qui a été convenu comme scénario entre eux. Elle est au volant de la voiture, elle s'arrête à hauteur d'Isabelle Laville et réussit à la faire monter dans la voiture. Puis, quelques dizaines de mètres plus loin, elle fait semblant de prendre Fourniret en stop. Il est là, il attend avec un bidon vide, et puis Fourniret entre. Et le piège se referme sur Isabelle. Le couple l'emmène ensuite dans la maison de Saint-Cyr-les-Colons. Là, ils ont prévu un scénario d'une grande perversité. Ils vont rejouer avec Isabelle la défloration de Monique Olivier 20 ans plus tôt. Car c'est pour sa ressemblance avec Monique Olivier jeune qu'Isabelle Laville a été choisie. Ce moment, ils l'attendent depuis des mois. Les enquêteurs découvrent qu'en prison déjà, Fourniret avait révélé ses projets criminels à Monique Olivier. Dans l'une de ses lettres à Natouchka, il décrivait leur programme de l'après-prison. Vivre en aventurier, plaisir du risque, enlèvement. Quand on lit les correspondances, on voit que l'avenir est écrit avant qu'il ne sorte, quoi. Elle sait très bien que ça va passer par des enlèvements, une vie de voyous, de vol, des meurtres. Tout ça est écrit et noir sur blanc dans leur correspondance. Fourniret, incarcéré pour agression sexuelle, restait obsédé par la virginité. Et Monique Olivier le savait. Si l'intention d'une défloration revient un jour ou l'autre m'affleurer, je t'en parlerai librement, je n'entreprendrai pas d'action sans t'en parler. Et elle dit, mon cher Kahn, je te seconderai en tout, je suis prête à te seconder en tout. Donc elle s'engage aussi à être son adjoint, à être sa coéquipière. Dans une de ses lettres, Monique Olivier répond à Fourniret. Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. En échange, Michel Fourniret s'engage auprès de son amoureuse à liquider 3 types. Ses 2 anciens compagnons et l'homme qui a pris sa virginité. Là, ce qui est très très particulier, c'est que Michel Fourniret est devenu tueur en série avant. Il est devenu tueur en série par correspondance. Et ça, je dois dire que nous en avons tous été surpris, désarçonnés, de découvrir que bien avant sa sortie, bien avant la relation physique qu'il a pu avoir avec Monique Olivier et avec les victimes, il s'annonce comme un tueur en série et il s'annonce en association avec elle comme un couple de tueurs en série. Les 2 amants ont passé un pacte criminel, mais ils n'iront pas jusqu'au bout. Ils ne tueront pas les ex de Monique Olivier. En revanche, 6 semaines après la libération de Michel Fourniret, en octobre 87, le couple enlève Isabelle Laville. Mais Fourniret passe à travers les mailles du filet puisque le parquet d'Auxerre classe l'affaire très rapidement. Le crime d'Isabelle est le premier crime du couple Fourniret-Olivier. Et je crois que ça a suscité chez eux ce sentiment d'impunité qui leur a permis de continuer, d'avoir
l'impression que leur toute-puissance pouvait s'exprimer comme ils le voulaient, puisque de toute façon, le premier crime est demeuré impuni, alors que c'était sans doute celui qui aurait le plus facilement permis de les identifier. Monsieur le procureur, le premier meurtre du duo Fourniret-Olivier remonte donc à 1987, c'est celui d'Isabelle Laville. Oui. À ce moment-là, Fourniret a un passé de délinquant sexuel. Comment se fait-il qu'au moment de l'enquête sur la disparition d'Isabelle Laville, à aucun moment on ne soit allé le voir? On aurait dû suspecter Fourniret, je le dis très clairement, de manière tout à fait formelle. Une chose est de suspecter quelqu'un, une autre est de rassembler suffisamment d'éléments de preuve pour le mettre en cause. Et encore plus pour le mettre en examen. Parce que quand vous voyez qu'il faut 1 an et 230 interrogatoires pour effectivement avoir, avec un travail considérable des polices judiciaires, pour enfin obtenir des aveux, je vous assure que c'est un couple qui n'aurait pas simplement craqué parce qu'ils étaient suspectés. D'autant plus que, du temps de sa détention, Fourniret a écrit des lettres à Monique Olivier, qui étaient des lettres qui laissaient entendre que des enlèvements se préparaient. Ils y parlaient explicitement d'enlèvement. Alors ça, manifestement, ça a échappé à l'attention de tout le monde. Moi, je croyais que l'administration pénitentiaire lisait le courrier de tous les détenus et qu'à y lire le mot enlèvement, au moins, on aurait pu effectivement garder un œil sur lui après sa libération. Je comprends parfaitement votre interrogation. Et c'est une interrogation de beaucoup. Et ce qu'il faut aussi savoir, parce que ça me paraît extrêmement important, c'est qu'il y a eu en une période d'1 an, 1 an et demi, 230 courriers. Un courrier de Michel Fourniret, c'est 10 à 15 pages, dans une petite écriture presque illisible, extrêmement serrée, où il faut passer un temps inouï pour lire ces courriers. Ces quelques lignes, qui effectivement sont très parlantes, sont soigneusement noyées dans cette dizaine ou cette quinzaine de pages, et il faut véritablement se livrer à un travail d'analyse, comme l'ont fait les enquêteurs de la police belge, pendant 5 mois à temps plein, pour effectivement mettre en exergue ce plan qui est tout à fait ce pacte, ce que l'on a appelé ce pacte criminel entre les deux. En décembre 2005 et en janvier 2006, Fourniret et Monique Olivier sont tour à tour extradés vers la France. Le corps d'Isabelle Laville n'a toujours pas été retrouvé, c'est le seul corps manquant et la justice veut absolument le localiser. Auxerre, 20 juin 2006. Le juge français organise la reconstitution du rapt et du meurtre d'Isabelle Laville. Son père est là, aux côtés des magistrats. Face à eux, Michel Fourniret et Monique Olivier. Mais le tueur en série a décidé qu'il ne participerait pas à la reconstitution. Depuis plusieurs mois, il refuse de répondre à toutes les questions. De toute l'après-midi, il n'a rien dit. Il a baissé la tête, il a même craché par terre à des questions qu'on lui posait sur Monique Olivier. Monique Olivier, elle, je sais pas, c'est pas moi, c'est peut-être... il faut écouter, demander à Michel Fourniret, lui il vous dira, c'est lui qui a fait. Mais Fourniret ne dit rien. Rien sur ses responsabilités, rien non plus sur le lieu où il a enfoui le corps d'Isabelle. Il évoque un puits près d'un transformateur EDF, mais il ne donne pas le nom du village. C'est vague. Coup de bluff de Fourniret, ou a-t-il vraiment oublié où il a enterré Isabelle 19 ans plus tôt? Pendant plusieurs jours, le tueur en série balade les gendarmes à travers le département. Les magistrats demandent alors au père de la victime d'intervenir. Les magistrats m'ont dit, écoutez, si on continue comme ça, il ne dira rien, on ne saura rien. Essayez d'apitoyer Michel Fourniret, essayez de lui demander qu'il vous dise où est votre fille. J'y étais vers lui, puis je lui ai dit, écoutez, Monsieur Fourniret, dites-moi où est ma fille et tout. Alors il a commencé à me raconter, mais vous savez, votre fille, je ne l'ai pas fait souffrir et tout. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir où vous l'avez enterrée, où c'est qu'elle est aujourd'hui. Dites-moi où vous avez mis son corps, c'est tout ce que je veux voir. Vous avez le pouvoir, c'est ce que vous voulez, le pouvoir. Le pouvoir, vous l'avez. Tout le monde est là, les juges sont là, on est là rien que pour vous. Alors, si vous voulez le pouvoir, prenez-le. Mais dites-nous où se trouve votre fille.
En juin 2006, monsieur le procureur Nachbar, la reconstitution de la mort d'Isabelle Laville ne permet pas de retrouver son corps. Il bloque là. C'est-à-dire qu'il nie, il ne veut pas collaborer. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a donné des éléments précis avec un croquis, et je l'ai encore parfaitement en mémoire, avec cet ancien puits à côté d'un transformateur, les briques rouges, il y avait vraiment des détails. Malgré ce croquis, en dépit d'investigations multiples de la part des gendarmes, cet endroit n'a pas été localisé. Ensuite, j'ai fait un appel à témoins. C'était une des dernières cartouches qui me restait en quelque sorte. J'ai fait un appel à témoins en divulguant à la presse tous les détails sur la description du bâtiment, la localisation topographique en quelque sorte des lieux, et en demandant à tous les chasseurs, à tous les forestiers, à tous les anciens du village si un puits avait pu exister à une époque. Parce que les puits existants, on était sûr que ce n'était pas cela. Donc c'était un ancien puits, et c'est comme ça que le maire de Bussy-en-Othe a trouvé ce puits. Bussy-en-Othe, dans l'Yonne. Après 11 jours de fouilles, après avoir vidé 3000 seaux de gravats, à 26 mètres de profondeur, les gendarmes découvrent au fond du puits des ossements et une paire de bottines blanches. Celle qu'Isabelle portait le jour de sa disparition. Il fallait que je vienne pour voir, pour savoir, disons que une joie et à la fois une tristesse, car ça fait 19 ans qu'on courait après le corps de ma fille. La découverte de son corps, le dernier, clôt l'instruction sur les meurtres des 7 jeunes filles attribuées au couple Fourniret. Il y a, Dominique, un autre meurtre que Fourniret a avoué, le meurtre d'une certaine Farida. Cette Farida, c'est l'épouse de Jean-Pierre Elgouarche, un ex-braqueur que Fourniret a connu à Fleury-Mérogis. Et Libération sort un scoop. Fourniret aurait détourné une partie du magot du gang des Postiches. Ouais. C'est la une de Libé du 24 juillet 2004, Christophe. Un papier de Patricia Touranchot, qui fait de l'investigation à Libé. Et alors, elle raconte une histoire incroyable. Écoutez bien. Fourniret est en prison entre 84 et 87. Il est à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et il aura comme compagnon de cellule un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Elgouarche, un braqueur. Jean-Pierre Elgouarche, il a un secret. Il sait où est enterré un magot en or dans un cimetière de la région parisienne. L'erreur que va commettre Elgouarche, c'est de faire confiance à Fourniret. Il est là, tout maigre, avec sa petite barbe, il est là pour des affaires sexuelles. C'est pas un braqueur. Donc il va lui faire confiance. Fourniret va sortir de prison et Elgouarche lui dit « Écoute, ma compagne, Farida Amiche, sait où est le trésor. Vous allez aller tous les deux le déterrer et vous le mettrez à l'abri. Si tu es d'accord, je te donne 500 000 francs, 70 000 euros. » La suite se passe dans le petit cimetière de Fontenay en Parisis, dans le Val d'Oise. De nuit, Fourniret et Farida Amiche déterrent effectivement un trésor fabuleux, 50 kilos d'or, qu'ils vont aller planquer dans l'appartement de Farida Amiche, dans le Val-de-Marne. 15 jours après, Fourniret rappelle Farida Amiche. Et sous un prétexte quelconque, il lui donne un rendez-vous. Connaissant le personnage de Fourniret, on imagine comment ça va se passer. Il la tue, il l'enterre à la sortie d'un petit village des Yvelines et il repart chercher le magot dans l'appartement du Val-de-Marne. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce magot, c'est pas l'argent de n'importe qui. Ce magot, c'est le trésor des Postiches, Christophe. Le trésor du gang des Postiches qui attaquait les banques au début des années 80, et ça, c'est énorme. Jean-Pierre Elgouarche a été complètement manipulé par Michel Fourniret. Dès la disparition de sa femme Farida en avril 88, Fourniret a tout fait pour l'embrouiller. Et là encore, il a pu compter sur la complicité de Monique Olivier, sa compagne.
Monique Olivier va prendre rendez-vous pour avoir un parloir, pour aller voir en prison Jean-Pierre Elgouarche et lui faire part de sa grande inquiétude par rapport à la disparition de Farida. Par ailleurs, elle va téléphoner sous un faux nom à la prison de Fleury-Mérogis pour prendre des rendez-vous pour des parloirs sous le nom de Farida Amiche. Donc, à l'intérieur, le prisonnier Elgouarche, lui, attend sa femme au parloir, qui ne vient jamais. Au début, en prison, le braqueur ne se doute de rien. Mais au bout de quelques mois, Farida n'étant pas réapparue et le magot non plus, Jean-Pierre Elgouarche commence à avoir des soupçons au sujet de Michel Fourniret. Alors, dès sa sortie de prison, en 1989, il s'intéresse au train de vie des Fourniret, à Floing, où le couple habite à l'époque. Il ne sait pas, ils sont aussi propriétaires d'un château. Il débarque à l'improviste et les Fourniret vont lui jouer le coup de la pauvreté. Donc ils sont là avec leurs gosses, ils tirent le diable par la queue, ils n'ont pas un sou. Fourniret va même demander à Elgouarche de lui couper les cheveux parce que bon, il n'a pas d'argent pour se payer le coiffeur. Et il repart de là persuadé que les Fourniret n'ont pas pu voler ce stock d'or. Mais un an plus tard, Jean-Pierre Elgouarche est entendu par la section antiterroriste qui le soupçonne de lien avec Action Directe. Et c'est là qu'il apprend que les policiers surveillent les Fourniret propriétaires d'un château. Le château du Sautou. C'est là qu'Elgouarche comprend qu'il s'est fait doubler et veut faire justice lui-même. Quand Jean-Pierre Elgouarche va au château, il compte tuer Michel Fourniret. Il y va avec l'intention arrêtée et déterminée de le tuer. Clairement. Clairement, il n'y réussit pas, mais c'est avec cette intention qu'il a fait le déplacement. Ce jour-là, Elgouarche n'a trouvé que Monique Olivier et Selim. Michel Fourniret a eu le temps de s'échapper. Quelques semaines plus tard, craignant d'autres visites du braqueur, le couple Fourniret quitte le château et s'installe en Belgique. Jean-Pierre Elgouarche ne retrouvera jamais Fourniret ni le corps de Farida. En mars 2008, après des années d'enquête et de procédure, le procès de l'ogre des Ardennes et de sa complice Monique Olivier s'ouvre devant la cour d'assises de Charleville-Mézières. Les débats vont durer 2 mois. 2 mois pour faire la lumière sur 7 meurtres, une tentative de viol, une agression sexuelle et une tentative de séquestration. 2 mois pour comprendre le mécanisme du couple diabolique. On n'avait jamais vu un tel procès en France, celui d'un couple soupçonné d'avoir scellé un véritable pacte criminel. Charleville-Mézières, 27 mars 2008, 9h. Le convoi qui transporte Michel Fourniret et Monique Olivier arrive au palais de justice. 400 journalistes sont venus du monde entier pour couvrir le procès. Deux salles supplémentaires ont été aménagées spécialement pour recevoir le public. C'est un magistrat chevronné, Gilles Latapie, qui préside les débats. Dans le rôle de l'avocat général, le procureur Nakbar y a suivi l'instruction. C'est une Monique Olivier métamorphosée qui, la première, fait son entrée dans le box. Monique Olivier, là, apparaît maquillée, les cheveux coupés, coiffés, du mascara sur les yeux, un visage plus avenant, mais un visage de cire. J'ai été vraiment choqué de la voir, relookée comme pimpante et tout, comme une jeune fille presque, qui s'en va au bal, je dirais, hein, parce qu'entre ce que j'avais vu à la reconstitution et la revoir là, c'était plus la même personne. Michel Fourniret, lui, refuse de se laisser filmer. Il en a le droit. En entrant dans le box, il n'a pas un regard pour sa femme. Quand le président lui demande de décliner son identité, Michel Fourniret se tait. Il refuse de participer à son procès et refuse même d'être défendu. On a
un accusé sur lequel on n'a aucune prise, d'abord parce que lui n'attend rien de ce procès. Il est quand même dans une situation assez extraordinaire pour quelqu'un qui est comparé dans une cour d'assises, c'est-à-dire qu'il a une liberté totale, parce qu'il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre parce qu'il sait que le pire va lui arriver. Dès le début, il ferme sa bouche, il n'ouvre pas les lèvres et il affiche sur le box un papier sur lequel il a écrit « Sans huis clos, bouche cousue ». Sans huis clos, bouche cousue. Pour les familles des victimes, cette pancarte sonne comme un affront. Il va jouer avec les différentes parties de ce procès pour qu'on le supplie et qu'on l'implore. Monsieur Fourniret, s'il vous plaît, racontez-nous, expliquez-nous. Pour les familles des victimes, vous nous devez ça. Le huis clos, c'est pas notre affaire. C'est une mascarade. Bon, il joue, mais il est un peu lâche aussi de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qu'il a fait. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait dans ce procès? Il fait la même chose qu'avec les petites filles. Avec les petites filles, ces petites victimes, il leur demandait de l'implorer pour qu'elles lui fassent l'amour et qu'il les viole et finalement qu'il les tue. C'est l'ultime chantage de Fourniret. Il voulait démontrer que c'était lui qui décidait et qu'il ne parlerait que quand il l'aurait décidé et que lorsqu'on serait passé, que lorsqu'on aurait accepté ces conditions. Jean-Pierre Saison, bien sûr, vous assistez au procès des assassins de votre fille. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Ce que j'en attends, c'est surtout que je puisse moi aussi m'exprimer. Quand je dis m'exprimer, c'est-à-dire pouvoir dire à Fourniret ce que je pense, quoi. C'est-à-dire lui dire quoi? Votre intention de départ, c'est quoi? C'est de lui parler les yeux dans les yeux? Alors, c'est pas forcément de lui parler, c'est de le regarder. Alors, il a un regard très glaçant, mais moi, je voulais être face à lui pour exprimer, dégager toute ma haine. Et je lui dis d'ailleurs, je lui dis, à travers mes yeux, vous verrez peut-être le regard de Céline. Au début, il baisse les yeux, et je lui dis, ne baissez pas les yeux, regardez-moi. Et je l'ai fixé pendant 20 secondes, on s'est tu. Et donc, il m'a regardé, mais j'avais l'impression de transpercer un mur. Quand il sort sa fameuse pancarte, là, huis clos, bouche cousue. Effectivement, on est surpris, un peu, parce qu'on connaissait le personnage, mais pas jusque-là. Donc, au contraire, ça nous a renforcé dans notre idée, avec les autres familles, justement de lutter et de lui dire que nous, on ne voulait pas de huis clos. C'est un manipulateur, donc il souhaitait imposer son jeu. Je crois que son jeu, c'était justement d'imposer son huis clos. Donc ne pas accéder à sa demande de huis clos pour ne pas le rendre maître de son procès, quoi. Dès le départ, oui. C'est pas lui qui fait la loi. C'est pas à lui de faire la loi. La Cour examine la personnalité des accusés. À la barre, les deux premières femmes de Michel Fourniret viennent parler d'un homme autoritaire, mais travailleur acharné. Puis s'avance la fille de son premier patron, celui qui avait formé le jeune Fourniret au métier d'ouvrier dans les années 60. Elle va réussir à le faire craquer. On va avoir une espèce de scène grandiloquente dans laquelle elle lui dit « Mais tu étais pour moi quelqu'un de meilleur que ça, montre que tu es en mémoire de papa ». Et à ce moment-là, il se met à pleurer et il nous dit « Écoutez, si mes enfants me demandent de parler, alors je parlerai ». La Cour se prête alors au jeu de Fourniret et convoque sa fille et son fils aîné, chargés de convaincre leur père de parler. Fourniret plie. Il va, à ce moment-là, dans une espèce de démarche chevaleresque, romantique et romanesque, il va devenir celui qui parle. Il parle, mais avec quel cynisme. Lorsque je l'interpelle sur la préparation du meurtre d'Isabelle, est-ce qu'il avait repéré les lieux ou pas? Vous savez, il m'a répondu quelque chose d'horrible. Il a dit, vous savez, c'est un peu comme un braconnier qui part à la chasse. Il prend ses outils et il ne sait pas si le soir, il ramènera un faisan ou un lapin. Quand vous entendez des personnes qui traitent des jeunes filles, qui disent « je partais à la chasse » comme si c'était un faisan,
ou des choses comme ça, mais il y a de quoi vraiment avoir envie de l'étrangler, cette personne. Comme un seul homme, outré, les familles de victimes quittent la salle d'audience. Quitter le procès ? Oui, nous voulons montrer que nous sommes solidaires des autres familles qui n'ont pas eu de réponse aux questions qu'elles pouvaient se poser. Michel Fourniret veut diriger le procès, ce n'est pas lui qui dirige. Et donc c'est pour ça que nous sommes sortis. Il insulte l'intégrité des familles des victimes. Il n'y a pas de raison qu'on continue à assister à sa pantomime. Certains avocats de partie civile tentent d'empêcher Fourniret de jouer avec les familles. Et je me dis finalement, je ne vais pas lui laisser cette parole-là. Je ne vais pas lui laisser cette parole qui fait souffrir. Et je vais raconter, moi, l'horreur qu'a vécue Jeanne-Marie. Donc je raconte cette scène terrible où finalement il arrive à se saisir d'elle, où elle crie une dernière fois, où elle a encore l'espoir de vivre et où finalement elle meurt alors qu'elle voulait vivre à en mourir. Et je l'interroge et je le force à se lever. Et ça finit par l'agacer. Ça finit par l'agacer. Il me traite de petit avocat de merde. Il dit qu'il a eu un rêve qui est celui de m'étouffer, de me tuer, de commettre un meurtre. Nous sommes dans un rapport de violence qui est un rapport qui doit permettre aussi aux jurés, à la cour d'assises, de comprendre qui est Michel Fourniret. Maintenant, tous les regards se tournent vers sa complice, Monique Olivier. Elle a décidé qu'elle répondrait à toutes les questions. Elle raconte sa vie avant de rencontrer Fourniret. Elle se présente surtout comme une victime. Victime de son frère, chouchou de ses parents, victime de son premier mari, violent. Mais au fil des audiences, son rôle de complice se précise. Ce qui marque le public, c'est que cette mère de famille a impliqué son fils, Selim, dans leur parcours criminel. On s'aperçoit, et ce qui choque tout le monde, c'est que non seulement elle est une femme, mais en plus elle se sert de son bébé ou de sa grossesse pour capturer des jeunes filles qui vont monter sans méfiance dans la camionnette de Fourniret parce que madame est là, parce que Monique Olivier est là. Et même quand elle ne dit rien aux petites filles, par sa présence rassurante, elle permet à Fourniret de les embarquer. Le piège était parfait. Quelle jeune fille ne serait pas montée dans la voiture d'un couple et son bébé? C'est dans ce guet-apens qu'est tombée le 20 décembre 89 la petite Elisabeth Brichet. Lors de la reconstitution à Namur, en Belgique, Monique Olivier était à l'avant de la voiture, à côté de Fourniret. Selim était à l'arrière. Monique Olivier était encore là quand ils ont ramené Elisabeth dans leur maison de Floins. Elle n'a rien fait pour aider la petite fille. Elisabeth Brichet a supplié une nuit entière. Selon le témoignage de Monique Olivier elle-même et de Michel Fourniret, elle a supplié toute une nuit de la libérer. Elle l'a appelée « Madame au secours, Madame au secours ». Elle va dormir dans la pièce d'à côté. On est dans les mêmes lieux que pour Jeanne-Marie, des lieux qui sont exigus, des lieux qui ne sont pas insonorisés. Elle était dans la chambre à côté de celle où elle dort avec son enfant. Elle ne va pas secourir cette petite fille. Il lui suffisait d'ouvrir la porte. À l'audience, les images de la reconstitution de Floins sont projetées au public et aux jurés. C'est accablant pour Monique Olivier. Il y a une reconstitution qui a été projetée au procès de la toilette intime de la petite Elisabeth Brichet qui a ses règles et que va pratiquer Monique Olivier sur elle. C'est un truc terrible. Elle va rejouer cette scène sur une poupée de chiffon qui est attachée les bras en croix sur un lit. Elle la nettoie, elle la recouvre d'un drap et puis elle descend à la cuisine et elle dit à Michel Fourniret, ça y est, elle est prête. Elle lui livre. Ce qu'elle a fait à la petite Brichet, de femme à femme quand même, de femme en devenir, de femme mûre à une femme en devenir, alors que Monique Olivier a des enfants. Elle a un fils. Elle est enceinte de Selim au moment de la petite Laville. Et ce qu'elle fait à la petite Brichet
est à proprement parler monstrueux. Mais pourquoi cette femme remarquablement intelligente, au QI estimé à 130, ne s'est-elle jamais opposée à Michel Fourniret? Elle prétend qu'au début, elle a eu peur quand les premiers faits se sont passés, le premier meurtre, et que là, la peur l'a tétanisée, paralysée, qu'elle n'a pas pu réagir, qu'elle s'est retrouvée et que c'était son silence maintenant. Par la suite, elle a pu vivre normalement malgré ce qui se passait, et avoir des peurs lorsque Michel Fourniret, ça reste Michel Fourniret, s'énerve, lorsque Michel Fourniret a le regard qui change, elle parle d'un regard qui change, où là vous sentez qu'à travers son regard, il peut tuer la personne en face, que ce soit Monique Olivier, ses enfants ou n'importe qui, c'est parti. L'argument selon lequel Monique Olivier aurait été sous l'autorité de Fourniret aurait pu tenir s'il y avait eu un crime. Mais il y en a eu 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le 6 et le 7e, pour lequel Fourniret comparaissait et dans lequel Monique Olivier n'était pas poursuivie, elle avait quand même fouillé le sac de la petite Céline Saison et demandé comment ça s'était passé avec Manana Tufong. Avant sa rencontre avec Monique Olivier, Michel Fourniret n'avait jamais tué. Alors, le tueur en série le plus abouti, comme disent les psychiatres, serait-il passé à l'acte sans son alter ego? Il aurait tué sans elle, mais il aurait probablement tué plus tard, de manière beaucoup plus imparfaite, et il se serait fait prendre beaucoup plus tôt, comme c'est le cas à la fin, quand il agit sans elle. Il était dans la perversion, mais il n'était pas dans la perfection. Avec elle, il a atteint les deux, et la perversion et la perfection. Moi je pense, et j'en suis convaincu, mais vraiment, je ne pense pas qu'on puisse me faire changer d'avis là-dessus, Monique Olivier, elle ne serait jamais passée loin de cour d'assises, elle n'aurait jamais été une criminelle sans Michel Fourniret. Et ça, c'est une différence notable entre les deux. Michel Fourniret, il a un passé judiciaire, c'est un criminel avant, un criminel de cour d'assises, pas un petit criminel, et qu'il a des agressions sexuelles depuis qu'il a 20 ans, il a commis des choses. Monique Olivier, elle n'a rien. Et vous avez également le fait que la personnalité de Monique Olivier, qui n'est pas tueuse en série, n'aurait jamais conduit Monique Olivier devant une cour d'assises si elle n'avait pas rencontré. Il y a 3 différences, à mon avis, qui font qu'on doit les désolidariser. On en vient à l'actualité judiciaire. Le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier touche à sa fin. C'était aujourd'hui l'heure du réquisitoire. Le procureur a donc demandé la perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible contre le tueur en série présumé. Perpétuité également à l'encontre de son épouse avec une peine de sûreté de 30 ans. Une peine de sûreté de 30 ans. L'accusation requiert une peine très lourde à l'encontre de Monique Olivier. Pendant 5 heures, l'avocat général s'est livré à un réquisitoire très dur. La presse dit qu'il s'est acharné. Donc il les traite de monstres. Il les traite de grosses limaces gluantes, de grosses araignées. Donc Monique Olivier, la grosse araignée qui enserre dans sa toile le petit Fourniret. Il parle des 2 fêlés. Et là, moi, ça me paraît inadmissible de la part d'un représentant de la société, finalement, de comparer ces gens à des monstres, à des animaux. Votre réquisitoire, Francis Nachbar, a été un moment clé du procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Vous avez utilisé des termes extrêmement durs à leur égard. Vous les avez traités de monstres, de grosses limaces gluantes. Vous les avez traités d'animaux, de fêlés. Vous assumez toujours ces termes-là? Quand ils sont sortis du contexte, effectivement, ça peut donner une impression d'excès, de grossièreté, voire de vulgarité. Ces termes, j'avais pris la précaution dans mon réquisitoire d'indiquer que ce n'était pas mon langage, ce n'est pas ma manière de parler habituelle. Ils ne sont pas de mon cru, ces termes. Ces termes, j'avais bien indiqué que je me croyais autorisé à les reprendre parce qu'ils avaient été prononcés par les accusés eux-mêmes. Je pense par exemple au terme de fêlé, c'est Monique Olivier qui, en 87, écrit à Fourniret qu'elle considère que ce sont 2 grands fêlés. Songez, monsieur Ondelat, qu'on a reproché à mon réquisitoire d'être trop long.
j'ai effectivement pris la parole pendant 5h30. 5h30 pour 10 faits criminels. Avec les familles des parties civiles qui vous écoutent, si vous ne... Je requiers, en pensant aux familles des parties civiles, et je requiers des peines maximales, des peines extrêmement lourdes, qui m'apparaissent tout à fait justifiées, mais en m'adressant aux jurés. Pourquoi? Parce que si effectivement on peut penser raisonnablement que Fourniret sera condamné compte tenu de son attitude, compte tenu de tout ce que l'on sait, à la peine maximale, pour Monique Olivier, ça était loin d'être acquis. Voici le tour des avocats de Michel Fourniret. Après 2 mois de procès, Pierre Blochaud plaide à peine 10 minutes. Il tente de défendre l'indéfendable et rappelle que malgré l'horreur des faits, c'est avant tout un homme que l'on juge. Oh, j'ai expliqué, c'est que Fourniret, que ça plaise ou non, était un être humain, car si ça n'était pas un être humain, nous n'aurions rien à faire ici. Et qu'on le veuille ou non, il faisait, hélas, partie de notre humanité. Que ça plaise ou non. Oh, puis j'ai terminé, hein, parce que j'avais trouvé, c'est... Sois sage ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu désirais le soir, il descend, le voici. Pour les parties civiles, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et puis c'est tout. Et puis l'audience s'est terminée. Après les plaidoiries de leurs avocats, Monique Olivier et Michel Fourniret quittent le palais de justice sous les insultes. Là le bandit. L'ordure. C'est bien. Le président, ses assesseurs et les jurés se sont retirés pour délibérer. Le verdict tombe le lendemain, sans surprise. Michel Fourniret est condamné à la réclusion criminelle incompressible, la plus lourde peine prévue par le Code pénal. Elle n'a été prononcée qu'à 4 reprises en France depuis 1994. Monique Olivier, elle, est condamnée à la perpétuité assortie de 28 ans de sûreté. Un verdict qui soulage la mère de sa première victime, Isabelle Laville. On avait peur qu'elle ait moins. Bon, elle peut encore faire appel, mais on n'y croit pas trop. Et ils ne feront plus de mal à personne. C'est surtout ça qui est important. Jean-Pierre Saison, je voudrais qu'on commente le verdict. Perpétuité avec 30 ans de sûreté pour Michel Fourniret, 28 ans de sûreté pour Monique Olivier. Est-ce que c'est un verdict qui, au moment où il est prononcé, vous satisfait? Bon, c'est un verdict auquel on s'attendait. Ça ne sera jamais satisfaisant. Il est clair que... moi, je pense que pour le nombre de victimes, je crois il y aurait eu un cumul des peines. Ça aurait été, pour moi, mieux. Mais symbolique à l'espagnol. Alors symbolique, voilà, symbolique. 240 ans. 240 ans, comme on fait aux États-Unis. Bon, voilà. Mais bon, pour lui, on sait que c'est une peine incompressible. Bon, à la limite, on s'en contente, quoi. Oui. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'a ni regret ni remords. Voilà. Vous n'avez pas lu dans ses yeux qu'il était capable de remâcher des regrets pendant toute une vie, en prison? Non, au contraire. Je crois qu'il souriait. Il avait ce sourire quelquefois lorsqu'on a parlé des affaires, on a évoqué des affaires. Il fermait les yeux et il souriait. Aujourd'hui, l'affaire Fourniret n'est pas close. Monique Olivier a mis le tueur en série en cause dans les meurtres de 2 autres jeunes filles, dans l'Yonne, à nouveau. Des meurtres pour lesquels Fourniret a été mis en examen, même s'il nie. Quant à la mystérieuse babysitter, elle n'a jamais été retrouvée. Les policiers belges continuent leur enquête pour tenter de l'identifier. Condamné à l'âge de 66 ans, Michel Fourniret finira, c'est sûr, ses jours en prison. Monique Olivier, elle, pourra déposer une première demande de libération conditionnelle à partir de 2032. Elle aura 84 ans. Leur fils a, depuis l'affaire, changé de prénom. Il vit aujourd'hui avec les 2 fils aînés de Monique Olivier dans le sud de la France.